poser une question sur, effectivement, et c'était une question que j'avais à mettre sur la table, sur les associations. Patricia, vous voulez prendre la parole? Oui, merci. Oui, merci beaucoup et bonjour à tous. Pardonnez-moi, je branche ma caméra. Oui, merci, bonjour à tous. Merci Pierre pour ton excellent exposé sur la situation. Je pense que c'était bien de l'entendre. Moi, je voudrais juste attirer votre attention sur, en fait, quand on parle de transition, quand on parle d'innovation, quand on parle de relance écologique, solidaire, etc., il faut des outils peut-être un petit peu plus adaptés. C'est-à-dire qu'en fait, là, tout ce qui est proposé aujourd'hui, c'est à l'échelle d'entreprises qui sont déjà installées, qui ont déjà fait leur passage à l'échelle. Or, aujourd'hui, tout ce qu'on voit en innovation de rupture, que ce soit sur l'alimentation, sur le solidaire, sur l'agriculture, sur la pêche, etc., ce sont des petites initiatives qui n'ont pas encore eu le temps de se structurer et qui vont probablement s'arrêter parce qu'elles ne trouvent pas au moment donné le petit fonds d'amorçage qui leur permet d'aller éventuellement répondre à des appels de projets régionaux ou européens. Voilà. C'est-à-dire que la notion de trésorerie de ces petites équipes très innovantes, elle est infime comparée aux sommes que vous annoncez, mais elles sont déterminantes. Et la plupart des guichets, la plupart des appels à manifestation d'intérêt, etc., ignorent souvent ce nouveau type d'innovation, ne tiennent pas compte des terrains sur lesquels elles s'expriment, et donc la plupart du temps, les innovations tombent à l'eau parce qu'elles ne rentrent pas dans la fiche d'appel à projet. Donc on a une déperdition de compétences, d'intelligence, d'innovation et de réseau, parce que tous les gens qui aujourd'hui ne sont pas forcément dans ces radars-là sont très performants sur le point de vue digital, au point de vue thématique. Il y a une solidarité d'innovation absolument incroyable. Donc moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'il est prévu pour toutes ces équipes qui sont aujourd'hui terriblement innovantes, terriblement compétentes et qui ne rentrent pas dans le cadre, parce qu'elles demandent des sommes inférieures, parce qu'elles n'ont pas la capacité d'aller chercher des fonds propres pour aller chercher des supports financiers dans d'autres institutions ou d'autres systèmes financiers. Voilà, comment est-ce qu'on pourrait avoir plus d'adaptabilité et d'agilité sur l'accès à ces guichets et à ces effets de levier pour lancer l'innovation? Merci beaucoup. On va demander à Benoît Mournet de répondre. C'est une vraie préoccupation, je l'ai souligné tout à l'heure, parce que sur les industries créatives, parce qu'on connaît le tissu des industries créatives dans notre région, hormis quelques leaders qui sont très forts et qui font des feuilletons bien connus, il y a beaucoup d'entreprises qui sont petites et qui sont très porteuses de nouvelles solutions, dont l'environnement aussi. On le voit dans les pôles de compétitivité que nous avons, ce sont des petites entreprises très porteuses de nouvelles solutions tout à fait passionnantes, mais qui sont encore à l'état embryonnaire. Comment elles peuvent se pluguer sur l'ensemble de ces dispositifs? Est-ce qu'il y a un chemin pour elles? Benoît Mournet, c'est à vous. Oui, merci pour ces questions et pour l'exposé également de M. Grand-Dufay. Madame Ricard me soufflait l'idée et je trouve excellente. On va le faire. Il faut juste s'organiser un peu, de faire une sorte de workshop entre des grandes entreprises du secteur de la transition énergétique et les startups et mettre autour de la table des administrations. Donc, j'en ai déjà parlé côté UPE, CCI et puis Métropole. On va essayer d'avancer là-dessus. Ça pourrait être un levier, un premier levier de réponse, c'est-à-dire que les gros aident les petits en y voyant des intérêts alignés. Peut-être que les fonds d'investissement, peut-être qu'ils sont, que vous citez des exemples où ils sont en dessous de leur radar, mais peut-être que également BPI France, qui est quand même dans le cœur de mission et quand même de soutenir l'innovation et d'être sur des failles de marché, on pourra compléter. Évidemment, on ne veut pas que ceci échappe à la relance, mais j'entends un peu la critique d'un abord peut-être un peu traditionnel et techno du plan tel qu'il a été monté. Donc, c'est vraiment une excellente question. Est-ce que, Monsieur Margentis, vous avez des éléments de complément? Oui, bien sûr. Après, dans le cadre du plan de relance, effectivement, cet aspect très petites entreprises est un sujet, mais lorsque j'évoque les interventions du côté de BPI France sur la transition écologique, les montants minimums commencent à 10 000 euros. On n'est pas systématiquement sur des millions et des millions d'euros, au contraire. Nos interventions sont majoritairement sur les TPE et PME.
Sur le volet innovation, il y a un guichet qui est quand même assez important chez BPI France, dans lequel tous les projets sont étudiés, sont vus. Après, effectivement, il y a le degré d'innovation qui doit rentrer dedans et malheureusement, on ne peut pas accompagner toutes les entreprises, mais les premières subventions qui vont de subventions en c'est-à-dire avant la création d'entreprise, donc on fait de la subvention à la personne physique pour qu'elle crée sa boîte jusqu'à l'amorçage pour la suite. Les fameuses bourses French Tech et les petites subventions, c'est des montants qui commencent là aussi à 10 000 euros. Donc, pareil, dans la gymnastique, il faut bien dissocier ce qui résonne dans le cadre du plan de relance, à savoir comment préparer l'après-crise sanitaire pour les entreprises qui ont notamment été impactées, du business, j'ai envie de dire, plus normal et normatif, de l'accompagnement des entreprises et de la création des entreprises sur nos territoires. En tout état de cause, sur la partie transition, moi je vous rejoins, Madame Ricard, parce que nous essayons, dans le cadre de notre plan climat, de favoriser l'émergence des green tech, ces fameuses entreprises innovantes qui innovent dans le vert. Donc typiquement, voilà, il y a des choses qui existent et lorsqu'on parle de green tech, là aussi, c'est des sujets qui sont autant longs, dans lesquels il faut accompagner d'abord les études de faisabilité, le j'y vais pas, est-ce que ça vaut le coup que je continue? Et ça se fait au travers de petites subventions et des petits montants. Puis derrière, après, on articule avec des accompagnements un peu plus musclés, si je peux m'exprimer ainsi. Mais en tout état de cause, ces initiatives-là, il ne faut pas hésiter à les proposer à BPI France, soit en direct, soit au travers des incubateurs, des technopoles, des réseaux de l'accompagnement des entreprises innovantes, des réseaux associatifs également. Et en tout état de cause, à nous également, et là je prends le point aussi, de mieux communiquer et de mieux savoir, pour ces petites entreprises, des fois isolées dans le territoire, de savoir qu'est-ce qu'elles peuvent aller trouver. Et c'est le fameux, ce que je disais dans ma conclusion, les craintes, oser venir nous voir, oser venir taper à la porte, parce qu'effectivement, on a des réponses pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle à nos participants qu'ils peuvent intervenir, soit ils se manifestent dans la petite bulle conversée en bas de leur écran, soit carrément ils coupent leur micro et ils interviennent s'ils souhaitent poser des questions directement à nos intervenants qui sont là pour effectivement faciliter les échanges directs. Je voulais, avec Benoît Gourmet, aborder un secteur dont on a peu parlé, mais qui concerne aussi les chefs d'entreprise, parce qu'il ne faut pas le croire, les chefs d'entreprise sont aussi engagés dans la culture, ils sont parfois au conseil d'administration, de théâtre, de troupes, d'associations culturelles, et ils ont aussi ces problématiques. Comment, Benoît Mournet, vous voyez ce soutien au secteur sinistré de la culture? Ils manifestent en ce moment à la criée, mais ils sont en grande difficulté. Qu'est-ce qui est accessible à eux? Parce que ça fait partie aussi des entreprises culturelles, de l'activité économique de notre territoire. C'est des centaines, voire des milliers de personnes qui en vivent. Qu'est-ce qui leur est accessible dans l'ensemble des dispositifs qu'on a évoqués? Oui, alors c'est vrai qu'on n'en a pas, on en a peu parlé jusque-là. Dans le plan, sur les 100 milliards, c'est 2 milliards d'euros, la culture. Et initialement, en réalité, il y en avait un qui était déjà de la valorisation de l'aide aux intermittents. Et dans un premier temps, le constat qu'on faisait avec Madame Roch et maintenant c'est Madame Lefebvre, directrice de la DRAC, qui a pris la suite, c'est que les dispositifs avaient du mal à décoller. Parce que la cible, c'était notamment les collectivités sur rénovation patrimoniale, bibliothèque ou autre, des projets qui étaient là, mais finalement, on va dire que le secteur n'avait pas la tête à ça. Et donc, c'est vrai que ces dernières semaines, pour financer la prolongation des mesures, il y a un gros morceau du plan dit relance culture qui est redéployé sur les aides directes au secteur de financement du chômage partiel. Et donc, on est moins dans ce constat. Donc, moi, ce que j'inviterais à faire, parce que je ne prétends pas être expert de l'ensemble des dispositifs, c'est aux entreprises susceptibles d'être concernées
de me contacter ou de contacter directement la DRAC. Je sais qu'on avait eu, à l'occasion de l'échange physique qu'on avait fait Provence Studio, je m'en suis fait écho auprès du CNC. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact, hein, c'est la même réponse que les différents intervenants vous ont fait. Hein, les services de l'État, l'ensemble des services de l'État sont à disposition. Et c'est M. Burle et Mme Lefebvre-Bénédicte en première intention, ou sinon par moi, et j'en ferai C'est direction la DRAC, donc. Direction la DRAC, absolument. Okay. Mais c'est vrai que pour ce secteur-là, on est encore dans une phase de mesure de sauvegarde, si vous voulez. Voilà. Voilà. On n'est pas dans la relance à proprement parler. Ah ben non, des acteurs qui n'ont pas joué depuis un an, je peux vous dire qu'ils ils sont pas sur les projets, ils souhaitent que retrouver les planches et le public. Donc, la vision est limitée. Et puis, pourtant, ce sont des gens qui sont actifs et importants sur notre territoire et pour l'attractivité de notre territoire aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voudrais poser une question peut-être sur aussi un secteur sensible qui sont celui des CHR, des cafés, hôtels, restaurants, peut-être même plutôt cafés et restaurants. On espère que le plan de réouverture, même limité, même en terrasse, même avec des tests, etc., va prendre pied. Comment vous ressentez ce secteur? Nicolas Magenti, vous avez eu beaucoup de demandes de la part de ce secteur de la restauration? Généralement, c'est un secteur qui a souffert, qui est rassuré des annonces qui ont été faites, mais qui a beaucoup souffert. C'est plutôt au travers des banques qu'on ressent effectivement cette sensation, puisque effectivement, on était auparavant pas forcément en direct avec ces TPE de nos territoires, parce qu'il n'y a pas des besoins démesurés non plus de la rentrée de BPI France dans les tours de table. On le voit au travers de la garantie des prêts bancaires, oui, avec une certaine concentration dans le secteur. Et on le voit également de plus en plus au travers des prêts rebonds que nous avons développés avec la région Sud, qui sont des crédits qui viennent accompagner le PGE pour financer des besoins de trésorerie. Crédit à taux zéro sur une durée de 7 ans avec 2 ans de différé d'amortissement, en partage avec les banques, en tout cas ce partage est souhaité. Et depuis que l'on a digitalisé cette enveloppe pour les petites affaires pour des montants compris entre 10 et 50 000 euros, effectivement, le secteur de la restauration utilise un petit peu plus cet outil qui est un bel outil que l'on a en région. Et pourquoi il ne l'utilisait pas auparavant? Je pense parce que le chef d'entreprise de la CHR est un peu un homme orchestre dans son établissement, il fait un peu tout. Et ce n'est pas forcément sa tasse de thé de gérer les relations avec des institutions telles que BPI France. Donc, voilà. Donc on commence à voir effectivement chez BPI, mais pour autant, ce n'est pas une demande, si je prends un peu de recul, c'est un secteur où on sait qu'il souffre, mais on n'a pas une demande qui explose non plus. Voilà. Avec certains établissements qui ont fait, notamment sur des territoires touristiques, qui ont fait une année 2020 qui n'était pas si catastrophique que ça, puisqu'entre le report de charges, les soutiens des partenaires bancaires et de l'administration, et aussi un déport de touristes internationaux, enfin de Français qui partaient à l'international et qui sont restés sur le territoire, il y a eu une saisonnalité plutôt positive à certains endroits. Par contre, effectivement, c'est certainement le secteur qui est le plus touché sur notre territoire. Merci beaucoup. Pas de questions particulières. Comment peut-on... Une question de Camille Labarthe, si elle veut le poser. Alors, on a vu les dispositifs. Il y a une question: comment expliquer les retards de versement pour les aides à l'embauche? Est-ce que quelqu'un aurait une réponse? J'ai ça dans les... Benoît Mournet, vous êtes au courant? Non, alors sur les aides à l'embauche, c'est-à-dire le plan, j'imagine le chèque de 4 000 € pour l'embauche des jeunes de moins de 26 ans.
donc distribués par ASP, Pôle emploi. Il se peut qu'il y ait des retards, c'est bien possible. Signalez-nous l'exemple, hein, parce que c'est toujours plus facile pour faire le relais à partir de cas concrets. Donc, je suis preneur de votre exemple et on va expertiser. Voilà. Donc, c'est bien possible qu'il y ait un effet d'embouteillage. Sur le guichet ASP, il y a un point qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure aussi, parce que l'Agence des services de paiement est extrêmement mobilisée. C'est le guichet des investissements remboursables industrie du futur, hein, qui avait explosé. Même il avait fallu arrêter le guichet fin d'année dernière. Il va reprendre au 1er mai. Il y a eu un franc succès. Pardon, j'y pense par esprit d'escalier en parlant de l'ASP. Mais donc, je m'en ferai le relais là s'il y a des points de difficulté sur ces versements. Ce n'est pas le but. Bien, on arrive à la fin de notre grand débat. Je voudrais remercier nos intervenants par leur intervention très directe, très précise, où on a fléché, puis donné des réponses extrêmement concrètes. Saluer une transformation de notre administration, parce que ce qui se passe là, et il faut voir qu'effectivement la pandémie est tragique, et effectivement dans nos entourages, nous avons tous versé des larmes sur des amis peut-être qui sont partis trop tôt, mais en même temps il faut voir ce qui s'est passé, et on voit que la transformation de notre administration est assez impressionnante. Quand j'entends le témoignage de la DGFiP, je suis tout à fait sidéré, et je trouve que c'est tout à fait positif pour l'avenir, parce que ça veut dire que ce que voulait le président, à savoir qu'on passe à une attitude de confiance d'abord et de contrôle après, est quelque chose qui s'est fait de façon assez brutale, parce qu'il fallait absolument assurer la survie des entreprises, et je pense que ça laissera des traces positives dans les relations entre l'administration et les entreprises. On en a bien besoin. L'agilité de BPI France, qui a su réagir avec les différentes demandes et jongler avec les dispositifs qui évoluent et qui bougent. Et je trouve que là aussi, on est un pays, Pierre Granduffet l'a souligné, on l'oublie beaucoup dans un pays qui a tendance à se flageller. On est dans un pays du monde développé qui a fait le plus et avec le plus d'agilité et le plus d'argent. Et il faut en profiter. Les résultats sont là. Encore une fois, lors des experts comptables nous le dit, d'autres notes de conjoncture nous le disent. Effectivement, ça se traduit et ça ne tombe pas, c'est pas le hasard. C'est à la fois l'intelligence des entrepreneurs, il faut d'abord la saluer parce qu'ils ont su réagir, et puis c'est nos dispositifs qui fonctionnent et qui, j'espère, après cette émission, vont encore mieux fonctionner, parce qu'on saura où solliciter l'argent du plan de relance pour qu'on soit au sortir de cette crise, non pas dans un attentisme, mais dans le pied sur l'accélérateur pour avancer et faire qu'on avance, mais qu'on avance avec une économie transformée dans le digital. Et on voit très bien que la transformation digitale a été absolument colossale et impressionnante dans les entreprises. Là aussi, c'était un accélérateur incroyable de transformation des activités, où à la fois les acteurs, mais les citoyens, les consommateurs ont changé. Donc tout cela est à la fois un chantier passionnant, un chantier qui vit, et Gomet sera toujours là à vos côtés pour se faire l'écho de ce qui peut améliorer les dispositifs, et puis vous montrer comment les entreprises s'en emparent. Merci à toutes et à tous, et puis à bientôt pour un prochain débat avec Gomet. Merci à Benoît Mournet d'avoir été à l'origine de cet échange profitable. Merci à tous. Merci à bientôt. C'est bien.